Yo les riders, dans cette vidéo, on va voir une histoire sortie tout droit de l'iceberg des posts Reddit les plus perturbants. Je ne l'avais pas incluse dans la vidéo d'origine pour une raison très simple. Elle est juste horrible et tragique, et pour cela, je la trouvais difficile à traiter. De plus, elle est également assez longue. C'est donc pour vous la raconter comme il se doit que j'ai décidé d'en faire une vidéo à part entière. J'espère que ce format vous plaira, on est parti. Cette histoire est située au 3e niveau de l'iceberg, juste en dessous de la surface, et elle porte le nom de Brandy Worley / Jason in Hell. Elle se trouve à cet endroit dans les niveaux supérieurs de l'infographie, sans doute parce qu'elle est relativement connue, en particulier aux États-Unis où l'affaire et le post originel ont été largement médiatisés. Je dois néanmoins vous prévenir, cela ne l'empêche pas d'être extrêmement sombre et perturbante. Pour poser le disclaimer clairement, si vous êtes une personne sensible, cette vidéo n'est sans doute pas faite pour vous. Maintenant que c'est précisé, passons à la suite. Cette histoire débute le 28 octobre 2016 avec un message posté par l'utilisateur Jason in Hell sur le subreddit Relationship Advice, un subreddit où les internautes viennent pour demander des conseils sur leurs relations amoureuses, amicales ou professionnelles. Voici son titre. J'ai beaucoup de mal à accepter que ma femme m'ait trompé avec notre voisin. Dans le post, le redditeur explique. En résumé, j'ai découvert que ma femme me trompait il y a un peu plus d'1 an. Je suis resté avec elle pour le bien de nos enfants, mais je n'ai pas réussi à oublier. Je l'ai confronté à ce sujet il y a exactement 476 jours. Comment je le sais ? Parce qu'à chaque fois que je me surprends à y penser, je me dis « ça ne fait que X jours, peut-être que tu n'y penseras plus demain ». Jason in Hell rapporte comment il a remarqué en mai de l'année précédente que sa femme avait protégé son portable avec un mot de passe. Lorsqu'il lui a demandé pourquoi, elle a répondu qu'elle lui préparait une surprise pour la fête des pères. Environ une semaine plus tard, elle est venue me voir et m'a dit qu'elle se sentait coupable de garder un si grand secret pour elle-même. Et elle m'a révélé qu'elle avait demandé à notre voisin, un entrepreneur dans le bâtiment, de m'aménager un bureau à domicile en guise de cadeau. Ça m'a semblé étrange car en 6 ans de vie commune, elle n'a jamais dit se sentir coupable de quoi que ce soit et insiste toujours sur le fait qu'elle ne regrette jamais rien dans sa vie. Les choses continuent ainsi et le redditeur devient de plus en plus suspicieux. Il constate que sa femme sourit régulièrement en regardant son téléphone. Quand il lui demande ce qu'elle fait, elle répond rien et range son portable. Alors un matin, il attend qu'elle aille prendre sa douche pour s'emparer de son téléphone avant qu'il ne se verrouille. Je parcours ses messages et découvre qu'elle a envoyé un texto au voisin. « Je suis toute recouverte de crème, tu veux me lécher ?» Il n'y avait pas d'autres messages du voisin, mais j'ai découvert plus tard que c'était parce qu'elle avait paramétré son téléphone pour qu'il s'efface automatiquement au bout d'un certain temps. Je me sentais mal à l'aise avec ça, mais je savais qu'elle avait un sens de l'humour un peu pervers, et je pensais qu'elle ne ferait jamais rien pour me blesser. Le redditeur ne fait donc rien sur le coup, mais quelques temps plus tard, il installe un logiciel espion sur le téléphone de sa compagne qui lui permet de la localiser grâce à sa position GPS et de lire tous ses messages. Le lendemain, ma mère demande à passer du temps avec nos 2 enfants. Alors ma femme les dépose chez elle et passe la journée seule. Depuis mon travail, j'observe les activités de ma femme qui essaie de rencontrer le voisin toute la journée, mais sans succès car il est occupé sur un chantier. Le soir, nous récupérons les enfants chez ma mère et nous allons dîner avec le voisin, sa petite amie et son fils. Ma femme et la petite amie du voisin passent un bon moment ensemble à boire, rire et plaisanter. Puis la copine du voisin mentionne qu'elle aimerait voir le film Magic Mike XXL. Je réponds que c'est une bonne idée, je garderai les enfants pour que ma femme et elle puissent y aller. Alors, elles partent au cinéma et le voisin et moi retournons chez moi pour que les enfants puissent jouer à la console. Les enfants sont dans la chambre de mon fils et le voisin est assis en face de moi sur l'autre canapé. C'est à ce moment-là que ma femme commence à lui envoyer des SMS. Elle décrit les actes intimes qu'elle aimerait pratiquer avec lui et il en fait de même. Elle lui dit de vérifier son Snapchat et au même moment, je reçois moi aussi une photo d'elle qui est en train de se toucher dans les toilettes du cinéma. Ils continuent d'échanger, essayant de déterminer quand ils pourront se rencontrer pour faire l'amour. Ils décident de se retrouver lundi matin, après mon départ au travail. Dans ma tête, j'avais déjà prévu de faire semblant de partir et de revenir pour les prendre sur le fait.
Mais ensuite, ils se disent qu'ils s'aiment, et tout ce que je peux faire pour ne pas bondir du canapé et le frapper, c'est me contenir et continuer à lire la conversation qui se déroule sous mes yeux. Puis il lui dit « Tu es à moi maintenant ». Ce à quoi elle répond « Je l'ai toujours été ». Et lui finit en écrivant « Et tu le seras toujours ». Je n'imagine pas l'état dans lequel doit se trouver le Redditor à ce moment-là. Mais il garde son calme, et lorsque sa femme et la petite amie du voisin reviennent, il envoie les enfants dans leur chambre pour confronter les deux amants. Je leur demande « Alors, vous vous aimez tous les deux, hein ?» Ma femme se met en mode déni total, et la petite amie du voisin commence à le gifler. Je demande à ma femme si elle lui a envoyé des textos. Elle me dit que non. Alors je lui montre les messages, et elle avoue, mais dit que c'était la première fois que ça allait aussi loin. Je lui demande si elle a envoyé des photos, et elle répond que non. Alors je lui montre la photo, elle avoue, mais dit à nouveau que c'était la première fois. Je lui demande si elle couche avec lui, et elle dit que non. Mais comme je n'ai pas attendu de les surprendre en train de faire l'amour, je n'avais pas de preuves pour prouver qu'elle mentait. Alors cette question est restée sans réponse. Je lui dis que je vais la quitter et elle me répond que si je fais ça, elle fera en sorte que je ne revoie plus jamais mes enfants. Elle comptait utiliser le fait que j'avais tenté de mettre fin à mes jours au lycée pour prouver que j'étais inapte à m'occuper des enfants. Elle continue à dire que c'est de ma faute car j'étais trop occupé par le travail et stressé et qu'elle voulait simplement avoir quelqu'un à qui parler. Puis elle pose un ultimatum en me disant de décider ce que je vais faire ou alors c'est elle qui décidera pour moi. Les voisins finissent par rentrer chez eux et le Redditor et sa femme passent le reste de la nuit à se disputer à propos de ce qu'ils vont faire. Au final, ils décident de se séparer temporairement. Elle part donc chez sa mère avec leurs deux enfants et lui reste seul à la maison. Le lundi, il reçoit un texto de sa part, dans lequel elle indique qu'elle a expliqué la situation aux enfants, mais qu'ils sont bouleversés et qu'il devra leur expliquer lui aussi. En rentrant du travail, il découvre ses enfants en pleurs. Elle leur avait dit que maman devait déménager parce que papa était en colère contre elle. Quand mon fils a voulu rester avec moi, elle lui a dit qu'il ne pouvait pas. Mon fils en a déduit que si maman devait déménager parce que j'étais en colère contre elle et qu'il devait déménager aussi, alors je devais être en colère contre lui aussi. Ma fille pleurait parce que mon fils pleurait et je ne pense pas qu'elle était assez âgée pour comprendre ce qui se passait. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle allait faire vivre un enfer aux enfants si je la quittais. Alors j'ai ravalé mes sentiments et je l'ai suppliée de rester. Elle a accepté et elle a insisté pour que je m'excuse auprès de notre voisin, car nous allions devoir continuer à traîner avec eux puisque nos fils sont de bons amis. L'idée me révolte, mais je le fais quand même. Depuis, nous continuons à les voir de temps en temps. Ils viennent pour les anniversaires et d'autres fêtes. Mais je ferai n'importe quoi pour mes enfants et je me comporte toujours de manière civilisée. Le Redditor explique que depuis ce jour, il pense constamment à tout cela. Comme si une partie de son esprit ressassait en permanence la tromperie de sa femme, au point que ça affecte ses performances au travail. De plus, environ 1 an après cet épisode, à peu près au moment de la fête des pères, sa femme a encore une fois envoyé des photos aux voisins, en prétendant que c'était une mauvaise manipulation et qu'elle voulait en réalité les envoyer à son mari. Le Redditor ne croit pas réellement à cette excuse, mais il a décidé de ne pas insister. Il finit en disant ceci. J'ai peur qu'après tout ce temps et après que je l'ai supplié de revenir, lui dire que je veux divorcer maintenant ne la rende encore plus vindicative envers mes enfants et moi. J'ai simplement l'impression de m'être enfoncé si profondément dans un trou que je ne pourrai jamais en sortir. Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire de mes sentiments ou de comment tourner la page. Maintenant, les amis, prenez une seconde pour réfléchir aux conseils que vous donneriez à cet homme s'il venait vous voir avec cette histoire et vous demander quoi faire. Car c'est exactement ce à quoi sert ce subreddit r/relationship advice. Et les Redditors vont se montrer prodigues dans leurs conseils, mais aussi, pour beaucoup, assez durs, pour ne pas dire assez violents. Le top commentaire sous le post originel disait ceci. « Tu essaies de traverser cette épreuve seul alors que tu devrais chercher des conseils au plus vite. Les menaces de ta femme ne devraient avoir aucun poids tant que tu n'auras pas obtenu l'avis d'un professionnel du droit concernant ta situation en cas de divorce. Tu ne rends pas service à tes enfants en restant dans un mariage qui repose maintenant sur le mensonge, l'infidélité et l'intimidation. Elle t'a fait t'excuser auprès de ton voisin et tu l'as fait ? Sérieux mec, tu ne peux pas honnêtement dire qu'il y a un avenir pour toi qui ne soit pas un enfer sur terre. Alors pour ton bien et celui de tes enfants, consulte un avocat dès que possible et suis ses instructions à la lettre. » D'autres expriment la même idée mais de manière plus virulente.
Alors, elle t'a trompé et elle t'a fait t'excuser auprès de l'autre personne? Mec, achète-toi une paire de couilles. Fracasse le vieux, trouve un avocat, j'espère que t'as gardé toutes les preuves et vois comment obtenir la garde de tes enfants. Ta femme est une salope. Tu te fous de nous là? T'es resté? Après toute cette merde, tu es resté? C'est incompréhensible. Non mec, elle ne peut pas te priver de tes enfants. Trouve-toi un putain d'avocat et règle ce merdier. Ça va être difficile parce que tu as épousé une connasse, mais ensuite ce sera fini et tu seras libre. Bref, vous avez le ton. Dans leur immense majorité, les Redditeurs lui conseillent de divorcer et de quitter cette femme extrêmement toxique. Et quelques jours plus tard, le 2 novembre 2016, Jason in Hell poste la mise à jour suivante. Update, je vais suivre vos conseils. Plutôt que de chercher à réparer quelque chose qu'elle ne veut pas réparer, elle a refusé plusieurs fois de suivre une thérapie avant même que cela ne se produise, je vais nous sortir, moi et mes enfants, de cette situation. J'ai rendez-vous avec un avocat la semaine prochaine. Merci à tous de m'avoir aidé à réaliser à quel point j'avais la tête dans le cul. Reddit se réjouit. Merci mon Dieu, tellement de gars ici ne se sortent jamais la tête du cul. Bravo à toi, trouve-toi une femme bien, elles existent. On a réussi encore une fois les gars, câlin de groupe. Super, je ne pense jamais que le divorce soit une bonne option, mais mec, pour toi, c'est la seule bonne option. Elle va continuer à abuser si elle en a l'occasion. Je suis content que tu suives les conseils de Reddit. Alors, est-ce un happy end ? Vous vous doutez que si cette histoire figure dans l'iceberg des posts Reddit les plus perturbants, c'est pas pour une petite affaire de tromperie suivie d'un divorce. Non, c'est parce que la suite est beaucoup plus sombre. Infiniment plus sombre même. Le 21 novembre 2016, l'OP poste le message suivant. Mise à jour, merci. Voici ce qu'il dit. Je tiens à exprimer ma gratitude sincère et profonde pour les conseils et le soutien que j'ai reçus ici. Personne ne pouvait prévoir la tragédie qui a suivi ma demande de divorce. Vous offrez un service formidable à ceux qui en ont besoin et j'espère que vous continuerez à le faire à l'avenir. Il donne ensuite un lien vers cet article. Une mère du comté de Montgomery inculpée du double meurtre de sa fille et de son fils. Maintenant, tu ne pourras plus me prendre les enfants. Dire que cet article est effroyable reste bien en deçà de la réalité. Il explique que Brandy Worley, la femme du redditeur, a confessé à la police qu'elle avait tué ses 2 enfants. Elle a elle-même appelé le 911 vers 4h du matin, le 17 novembre 2016. Un enregistrement extrêmement perturbant mais qui a été rendu public. Le voici. Montgomery County 911, where's your emergency? Darlington. Hey, what's going on there? I just stabbed myself and I killed my 2 children. You stabbed yourself and killed your 2 children? Mm-hmm. Okay, and what's your name? Brandy Worley. Brandy what? Worley. Okay. How do you spell your last name? Worley. And where are the children at? In my daughter's room on the floor. In your daughter's room on the floor? Okay. And what caused you to do this today? My husband wanted a divorce and wanted to take my kid. I won't let him have my kid. Okay, and how old are your children? 7 and 3. 10 and 3? 7. 7 and 3? Mm-hmm. Okay. And where did you stab yourself at? In the neck. Okay, where's your husband at? Downstairs somewhere. Okay, what's his condition? I don't know. I haven't talked to him. And when you say downstairs, is he in a basement or? Yeah. Okay, what's his name? Jason.
Dans une interview, l'opérateur du 911 explique qu'au début, et notamment à cause de son ton de voix totalement dénué d'émotion, il espérait que la femme traversait une crise de délire et que ce qu'elle disait n'était pas vrai. Il a néanmoins fait de son mieux pour la maintenir au téléphone en essayant de maîtriser ses propres émotions, même si, en l'écoutant, on se rend compte qu'il semble lui-même affecté par ce qu'il entend. Puis, vers la moitié de l'appel, la mère de Brandy Worley arrive à la maison. L'opérateur lui demande d'aller voir l'état des enfants et c'est en entendant ces cris qu'il a su que les deux petits avaient bien été assassinés par leur mère. My mom's scared. You want to talk to her? Yes. Where you at? Where your hand? Who's this? Hello? Oh my goodness. It's her mother, Rosie Zell. Okay, this is Rosemary Zell, and you're her mother? Yes, oh my God, I just got here. Okay, is what she's saying true? I just see Have you found the children? No. Okay, she said that they're in her My daughter. daughter. They said that My daughter's kind of, she's bleeding. Okay, ma'am, I understand you have to calm down so I can get help to you. I've got units en route to you. Your daughter said that the children are in the bedroom on the floor. Can you locate them for me? J'arrête là la lecture de l'enregistrement car les cris et les pleurs qu'on entend ensuite sont indicibles. J'ai mis un lien vers le fichier audio entier sur mon subreddit, donc vous pourrez l'y retrouver si vous le souhaitez, même si ce n'est pas une écoute que je vous recommande. Dans l'article, on apprend que Jason Worley, qui dormait au sous-sol de la maison, a été réveillé par les cris de sa belle-mère. C'est quand il montait les marches que Brandy lui aurait dit « Maintenant, tu ne pourras plus me prendre les enfants ». Comme elle l'a expliqué aussi à la police, je ne voulais pas qu'ils me les prennent, alors je les ai poignardés. L'horreur dans sa forme la plus pure. Quelques jours avant l'effroyable mise à jour de Jason in Hell, les internautes avaient commencé à faire le lien entre la tragédie à Darlington et les posts du Redditor sur r/Relationship Advice. Lorsqu'ils ont la confirmation de ce qui s'est passé, et que c'est bien de sa famille dont il est question dans les médias, beaucoup sont anéantis. Sous les commentaires du post originel, souvent en réponse à des commentaires assez rudes, ils partagent les articles qui parlent du drame. Par exemple, ici, « T'es vraiment un imbécile de rester avec elle. Qu'est-ce que tu montres à tes enfants? Que son fils peut grandir pour être une lopette comme son père? Comment peux-tu avoir aussi peu de respect pour toi-même et pour tes enfants? Prends donc des couilles et divorce de cette salope infidèle. Elle a tué leurs enfants. » Alors, certains s'excusent d'avoir moqué Jason in Hell et de l'avoir poussé à demander le divorce, puisque c'est cette décision qui a mené à la mort de ses deux enfants. Mais bien évidemment, et Jason le dit lui-même, personne ne pouvait prévoir que ce drame surviendrait, et personne n'avait compris à quel point cette femme était malade ou tout simplement mauvaise. Même si, en rétrospective, il y a certaines phrases du premier post qui me mettent des frissons dans le dos, notamment celle-ci, si vous vous souvenez. Je lui dis que je la quitte, elle me répond que si je fais cela, elle s'assurera que je ne reverrai jamais mes enfants. Le lendemain, 22 novembre 2016, le Redditor poste un autre message dans lequel il demande de l'aide. Si quelqu'un s'y connaît avec GoFundMe et pouvait me donner quelques conseils, j'apprécierais grandement. Mon ex-belle-mère a créé une cagnotte en utilisant mon nom de famille et des photos des enfants pour lever des fonds pour leur mère qui les a assassinés. Elle a l'intention de l'utiliser pour les dépenses médicales et juridiques de sa fille. Mais heureusement, peu de temps après ce post, le site de crowdfunding a mis un terme à cette campagne. Brandy Worley sera quant à elle condamnée à 120 années de prison au terme d'un procès au cours duquel elle n'exprimera aucun remords et se montrera toujours aussi froide et dénuée d'émotions. On y apprendra également comment se sont déroulés ces crimes. Le 15 novembre 2016, Jason lui a remis les papiers demandant le divorce. Le lendemain, elle emmène sa fille Charlie à la danse, comme à son habitude, avant de rentrer à la maison, où la famille a pris le dîner. Puis, elle a informé son mari qu'elle devait acheter des cure-pipes pour un projet scolaire de leur fils Tyler. En réalité, elle est allée au Walmart, où elle a acheté un couteau de combat de type Ka-Bar, qu'elle a ensuite caché dans la chambre de leur fils. Le soir venu, elle et Jason ont joué avec les enfants avant d'aller se coucher. Brandy occupait alors la chambre à l'étage, tandis que Jason dormait dans le sous-sol. Pendant la nuit, la mère s'est levée et a dit à son fils qu'ils allaient dormir dans la chambre de sa sœur.
C'est là qu'elle s'est mise à califourchon sur Tyler et l'a poignardé à plusieurs reprises. Sa fille s'est réveillée et lui a demandé ce qu'elle faisait, ce à quoi elle a répondu « rien ». Et elle lui a dit de se rendormir. Après avoir achevé son fils, elle en a fait de même avec sa fille. Puis, elle s'est poignardée elle-même au niveau du cou, mais pas mortellement. Aux environs de 4h du matin, elle a appelé sa mère pour lui dire ce qu'elle venait de faire, puis elle a composé le 911. Lorsque les secours sont arrivés, ils n'ont pu que constater le décès des 2 enfants qui avaient été enroulés dans des couvertures. Le couteau gisait sur le sol de la chambre. Après son arrestation et un bref séjour à l'hôpital pour soigner sa blessure, Brandy Worley a tenté de plaider l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Puis, peu avant le procès, elle a changé d'avis et plaidé coupable des 2 meurtres. Durant l'audience, on lui a présenté l'occasion de s'exprimer, ce qu'elle a refusé. En prononçant sa sentence pour ces meurtres insensés, le juge a déclaré « Il n'y a parfois aucune explication. L'obscurité envahit le monde et elle atteint nos pensées et nos cœurs. » Aujourd'hui, Brandy Worley est emprisonnée à la prison pour femmes d'Indianapolis, dans l'état de l'Indiana, où elle purgera ses 2 peines consécutives, 55 ans pour le meurtre de Tyler et 65 ans pour celui de Charlie. D'après certains rapports, elle souffre de dépression et vit dans un état de détachement émotionnel. Jason Worley a quant à lui posté une dernière mise à jour sous un autre pseudo, Jason in Code, au lendemain de la condamnation de son ex-épouse, le 22 juin 2018. Il explique d'abord qu'il va mieux, même s'il connaît toujours de mauvais jours. Pendant un certain temps, j'ai refusé de dormir car j'avais peur de ce que je découvrirais au réveil, et à cause des cauchemars que je faisais à propos de cette nuit-là. Pendant un temps, je me suis servi de l'alcool pour dormir, mais ma famille m'a arrêté avant que cela ne devienne une habitude nuisible et permanente. Il dit aussi qu'il a été hospitalisé car il pensait à mettre fin à ses jours parce que ses enfants lui manquaient trop. Jason partage aussi ce qu'il pense de la condamnation de son ex-épouse. Lors du procès, il a eu l'occasion de s'exprimer sur la peine requise, comme c'est son droit en Indiana. Mais aucune peine, dit-il, ne lui rendra jamais ses enfants. Et il ne pense pas que son ex aurait dû être condamné à la peine de mort. Elle souhaitait mourir et après 9 ans à satisfaire ses désirs, je ne comptais pas lui accorder cela. Est-ce que je pense que sa condamnation à perpétuité aura un impact sur elle ? Je ne sais pas. Une chose qu'elle a toujours soulignée pendant notre relation, c'est qu'elle vivait sa vie sans aucun regret. Même après l'avoir surprise à me tromper, elle a continué à dire qu'elle ne regrettait rien. Un manque de regret qui, en passant, ressemble étrangement à une absence de culpabilité et d'empathie, un trait de caractère typique des psychopathes. Jason explique aussi que ses relations avec sa belle famille, celle qui avait organisé une cagnotte en soutien à la mère infanticide, sont tendues. Vu que la maison où il vivait leur appartenait, ses beaux-parents l'ont expulsé peu de temps après les meurtres, en gardant tout le mobilier dont il était pourtant propriétaire. Et il y a encore pire que cela. Il ne cesse de compliquer mes visites sur la tombe de mes enfants. Lors du premier anniversaire de leur décès, ils sont restés assis dans leur véhicule et m'ont épié pendant tout le temps que j'ai passé sur leur tombe. À cause de cela, je ne vais pas aussi souvent que je le voudrais sur leur tombe. Comme l'analyse un autre redditeur, sans doute que la belle famille le tient pour responsable de ce qui s'est passé. Une attitude évidemment révoltante. Mais ce qui me marque le plus dans ce message, et ce qui vous touchera sans doute vous aussi, c'est ce mot de conclusion, à la fois stoïque, déchirant et plein de vérité. Si je peux vous transmettre quelque chose que j'ai appris en traversant tout cela, c'est qu'il faut toujours prendre le temps d'être avec ceux qu'on aime. Peu importe s'ils vous demandent de lire Le Petit Chien Pocky pour la 1000e fois ou de jouer à Smash Bros alors que vous savez très bien qu'ils vont vous battre à plate couture. Faites-le car on ne sait jamais quand ce sera la dernière fois. Assurez-vous qu'ils sachent toujours à quel point vous les aimez. J'ai eu la chance que la dernière chose que mes enfants ont entendue de ma part soit « Je vous aime, bonne nuit. On se voit demain matin ». C'est ainsi que se termine cette histoire tragique et qui, personnellement, m'a beaucoup touché. Comme je vous l'ai dit, c'est d'ailleurs pour cette raison que j'avais préféré ne pas l'inclure dans la partie 1 de l'iceberg des posts les plus perturbants. Je la trouvais trop noire, trop réelle, trop déprimante. Car là, personne ne peut dire que c'est juste un troll ou de la fiction. La réalité a rattrapé et dépassé les forums de Reddit de la manière la plus terrible qui soit. Voilà,
J'espère que cet épisode et ce format dédié à une histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Enfin, si vous souhaitez me suggérer des sujets pour de nouvelles vidéos, vous pouvez le faire sur mon subreddit ou sur mon serveur Discord. Les liens sont en description. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.